Alors la présentation suivante, va être donnée par, Sandra Dailly et Damien Germain et Delphine est aussi, partenaire de cette présentation. Et oui, tout à fait, car si nous allons présenter à 2, tout ce travail n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide inestimable de Delphine. Donc là, ça va être, un exemple d'application, des méthodes 3D et de numérisation surfacique, dans le cas de conservation préventive de spécimens de collection et l'exemple donc sera Stereorakis. Alors Stereorakis, c'est un peu notre, grand-père Morvandiau. Je vous expliquerai un peu pourquoi après. Cette, espèce a été nommée par Gaudry, Albert Gaudry, un grand nom, hein, de la paléontologie, française, du muséum, un des premiers à avoir, favorisé l'évolutionnisme en France et donc à l'époque, je vous laisse aussi apprécier un petit peu les tournures, qu'il employait, la bête d'Igornet. Igornet, je vous en parle juste après, hein, c'est Vérotin, le plus parfait des animaux qui a encore été rencontré dans les terrains primaires de France et il propose de l'appeler Stereorachis dominans. Donc dans ce papier de 1880, c'est sa première mention, il n'est pas encore figuré. Je vous montre un petit peu la diapositive de fond parce que ça illustre, le contexte de découverte. Donc dans la région d'Autun, à l'époque, il y avait l'exploitation des schistes bitumineux et c'est lors de ces exploitations que beaucoup d'espèces, en particulier de vertébrés fossiles, ont été découverts. Donc Autun est situé en Saône-et-Loire, un petit peu là-bas. Autun, globalement, c'est plusieurs sites. Et autour d'Autun, il y a Margelle, Ételot, Igornay, et cetera. Donc c'est plusieurs sites aussi d'âges différents. Donc là, notre bête d'Igornay, c'est dans la formation d'Igornay, hem, autunien inférieur et il me semble que maintenant on considère que c'est plutôt stéphanien, donc plutôt vraiment dans le Carbonifère. Revenons à Gaudry en 1883, donc il dit que ça vient de Monsieur Rush, des usines d'Igornay. Il l'appelle Stéréorakis et cette fois-ci, il le figure. C'est ici donc la première figuration de Stéréorakis. Donc on y voit, un bout de mandibule, des fragments de ceinture, il y a des omoplates, on a aussi un coprolithe ici, des vertèbres. Donc c'est la première figuration et c'est en en gros l'état presque initial du fossile tel qu'on le connaît. Alors je parle de Stéréorakis depuis tout à l'heure, voici à quoi il devait ressembler. Pourquoi je disais que c'était, notre grand-père Morvandiau? C'est parce qu'en fait, c'est un synapside, ce qu'on appelait auparavant reptile mammalien et c'est, je crois toujours à l'heure actuelle, le plus ancien synapside découvert en France. Heu, Quelques exemples, vous verrez souvent une orthographe de Stéréorakis avec un H avant le A et ça, c'est l'écriture, on va dire, anglo-saxonne. Les collègues ont, un peu corrigé Gaudry, mais en fait, Gaudry a explicitement écrit Stéréorakis sans ce H, donc selon le code de nomenclature, on doit le garder sans le H. Donc voilà, même sur la page Wikipédia, ils n'ont pas tenu compte des, mmh, des recommandations du code de nomenclature. J'ai aussi mis une flèche sur Ophiacodontidé. C'est en fait, c'est pas tout à fait le nom théorique qu'on devrait lui donner, toujours par rapport aux règles de nomenclature. Donc c'est un animal qui était finalement, assez gros, hein. Le crâne devait faire, peut-être une quarantaine de centimètres de long. Ça c'est quand même beaucoup basé sur Ophiacodon, un genre américain, un animal plutôt piscivore a priori, avec un crâne assez aplati latéralement. Voilà et donc je vais passer la parole à Sandra. Alors, voici la dalle en question maintenant. Alors, si l'on revient, au gisement d'Autun, pour les personnes qui gravitent autour de la paléontologie, ce gisement est synonyme de très beaux spécimens, mais en fait, il est aussi synonyme de très beaux spécimens pyriteux. Ce sulfure de fer va poser qui est contenu dans les fossiles, va poser des gros problèmes de conservation parce qu'il va s'oxyder, en contact avec, l'air et l'humidité. Heu, le fossile va gonfler, va se craqueler, va se réduire en poudre et en fait, c'est ce qui est en train de se passer pour notre spécimen, de Stereorachis AUT 489. Il présente d'importantes zones, d'altération. À ce stade-là, il n'est probablement plus possible de le sauver. On peut au mieux ralentir, les dégradations.
Face à cette, destruction, en cours, nous avons confié ce spécimen donc à Delphine, qui nous l'a donc scanné, mais qui a aussi scanné, les moulages que l'on avait, des moulages en plâtre, donc extrêmement fragiles, qui ont, eux aussi subi les affres du temps. Elle nous a livré, des scans qui nous ont permis de conserver, en fait, la surface de ces objets, mais cela nous a permis aussi d'aller plus loin parce qu'elle nous a livré, en fait, des comparaisons entre le scan de l'original et le scan des moulages. Et donc la cette, ce scan à droite, c'est, la comparaison des 2. Donc en vert, on a les zones qui sont, identiques entre l'original et le moulage. Les zones rouges, jaunes, c'est les endroits où on a des pertes de volume sur le moulage. En bleu, ce sont les zones où on a des pertes de volume sur l'original. Et en fait, ces zones encerclées, ce sont, des zones qui ont été modifiées sur l'original plus ou moins volontairement, avant ou après les, moulages. C'est-à-dire que les petits os en haut et en bas ont été retirés au moment des moulages, puis repositionnés sur, l'original. Puisqu'en fait, quand on regarde les moulages, on ne les voit pas vraiment. L'os, au centre, si l'on regarde la figuration originelle, il est, grossier comme sur le moulage. Il a été retravaillé a posteriori, en fait. Hem On retrouve exactement les mêmes choses, sur le 2e moulage et les comparaisons sont identiques, et de même pour le moulage 3 qui en plus a pu être virtuellement recollé, c'est magique. Les mêmes zones, les mêmes différences. Maintenant, si l'on se concentre sur les zones qui ne sont pas dues à des différences volontaires, Heu, en fait, si on regarde sur le spécimen originel, on peut tout simplement comprendre que ce sont les zones, qui sont les plus atteintes. Ce sont les zones qui commencent à gonfler, à se craqueler, voire même à tomber, en poussière. Heu, voilà. Donc c'est ces zones-là qui vont s'effriter, qui peuvent être en fait expliquer, les pertes de matière. Ah, pardon. Oui, c'est là où je rebondis. Pour revenir un petit peu dans le contexte, il y a donc les, fossiles pyritaux sont très sensibles, entre autres à l'humidité. Hem, donc en ce moment, on râle pas mal sur les conditions d'humidité qui règnent dans le bâtiment 140, mais dans l'histoire de ce fossile, bon déjà là, on se rend compte que les moulages n'ont pas la même tête que l'original actuel. Donc on se dit qu'il y a eu une déformation entre le moment où ils ont été faits, donc sans doute, grosso modo, du temps de Gaudry et aujourd'hui. Donc en menant un peu l'enquête, on s'est rendu compte que, Daniel Gouget, dans les années 70, avait injecté, du plexigum sur ce spécimen. Ce qu'on ne sait pas trop, mais bon, on va continuer à poser les questions, c'est si c'est cette injection de plexigum qui a fait gonfler le fossile ou si le fossile était déjà dégradé et que l'injection de plexigum a été faite pour le protéger. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que si, Denis Gouget a fait ça, c'est qu'il y avait déjà des problèmes. Sinon, il y aurait pas eu vraiment de raison, de le faire. Heu, pour l'anecdote, Jocelyn Falconet, quand il a commencé sa thèse, a pris donc le spécimen original de maintenant, AUT 489. Il a regardé aussi les moulages et la figuration originale et là, il s'est rendu compte, oui, qu'il y avait, que c'était pas la même chose. Donc il y avait eu gonflement et c'est comme ça aussi qu'il s'est renseigné auprès de Denis Gouget. Donc, heu, ce qu'on sait aussi, bah, voilà, c'est ce que ce spécimen est en cours de dégradation et qu'a priori, il ne s'est pas arrêté depuis les années 70. Merci. Oui, petite précision pour ceux qui ne savent pas. En fait, le problème avec la pyrite, quand elle est dans les spécimens, c'est que c'est pas parce que le spécimen a l'air de bien aller que, en fait, il va bien. Il peut commencer à y avoir des destructions à l'intérieur. Et généralement, quand on commence à voir ce genre d'efflorescence, malheureusement, il est trop tard. Donc, en paléontologie, nous avons décidé, pour, ces spécimens, pyriteux,
d'essayer de ralentir le processus de destruction en les encapsulant, dans des, poches hermétiques avec des petits sachets, désoxygénants dessicants. Ce sont des matériaux coûteux à usage presque unique. Si on a besoin de consulter le spécimen, il faut réouvrir et changer tout le matériel. Donc c'est pour ça qu'on a systématisé les prises de vue avant de fermer la poche, pour pouvoir suivre les dégradations, mais aussi pour éventuellement répondre à des chercheurs qui en auraient besoin. Sauf que les prises de vue ont des limites. Ce n'est jamais la bonne face, le bon angle, la bonne résolution. C'est pour ça que nous avons, systématisé, les scans auprès de Delphine pour les spécimens qui étaient souvent consultés. C'est un aide à la conservation puisque, on n'est plus obligé de manipuler des spécimens qui sont fragiles et puis on n'est pas obligé de recommencer des conditionnements qui sont coûteux. On est en train, de se poser la question d'une extension, d'une systématisation au type figuré, toujours pour des collections qui présentent des risques de destruction. Mais on peut quand même aussi se poser la question pour tout spécimen si, de manière générale, il y a un risque de destruction. Et donc de passer d'un sauvetage numérique à éventuellement une sorte de conservation numérique préventive, en étant bien d'accord que ça ne doit pas remplacer ni les actions de conservation ni les visites, et que tout ceci a un coût financier en termes d'humains, d'achat de machines et d'entretien, en termes de stockage. Et puis, je ne reviendrai pas sur le coût écologique des stockages de ce genre de données. Voilà, je vous remercie.